L'oiseau et mon fiston. En France, à la maison, nous ne disposons pas de télévision, de console de jeu, ni donc de jeux vidéo. Le téléphone portable de mon petit fiston reste encore un modèle des plus simples. Par contre, nous avons un ordinateur qui nous permet d'avoir un contact avec le monde moderne. J'ai connu ces derniers temps sur Facebook beaucoup d'amis chinois bouddhistes. De temps en temps, nous regardons ensemble les vidéos publiées sur Facebook par mes amis. Le fait de ne pas avoir de télévision ni de jeux vidéo est un choix de vie lié étroitement, d'une part, au souci de permettre à mes enfants de se développer d'une façon saine, d'autre part à la pratique du bouddhisme. C'est un choix qui mérite une discussion approfondie, dont d'ailleurs nous allons avoir certainement des occasions de parler par la suite. J'ai un copain sur Facebook qui, un jour, a sauvé un oiseau dans la rue. Ce copain était très sympathique et il s'est occupé de ce petit oiseau avec le plus grand soin. À propos d'oiseaux, mon fiston adore également ces animaux. Il va souvent emprunter des livres sur les oiseaux à la bibliothèque et nous regardons régulièrement ensemble des vidéos publiées par notre copain sur Facebook. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de mon petit garçon et de son petit oiseau. Depuis son plus jeune âge, mon jeune garçon a voulu avoir un oiseau. Il avait un lien karmique très fort avec cette espèce animale. Dans mon souvenir, il savait à peine parler quand il m'a dit qu'il souhaitait regarder les oiseaux. Il pouvait les regarder pendant toute une après-midi. Quand il se rendait au supermarché, il demandait souvent des graines pour les oiseaux sauvages, qu'il plaçait ensuite dans le jardin de notre maison. Il y observait alors les oiseaux sauvages qui venaient manger. Il pouvait aussi déposer une boule de graines sur le balcon de sa chambre, attendant de pouvoir observer ensuite les oiseaux sauvages s'en nourrir. Je me souviens qu'il était encore très petit. La fête de Noël n'était pas encore arrivée, quand je lui demandai quel cadeau il souhaitait avoir et que l'on pouvait commander ensemble au Père Noël. À cette époque-là, il croyait encore à l'existence du Père Noël. Il a pointé du doigt la photo d'un pirate avec un perroquet sur l'épaule. En regardant la photo, je lui dis que cela ne posait pas de problème et lui assurai que le Père Noël lui donnerait sûrement ce qu'il avait demandé. Je dus alors lui acheter un déguisement de pirate, ainsi qu'une épée de pirate, pensant qu'il en serait très content. Le jour de Noël arrivant, mon fils ouvrit soigneusement son cadeau. Et lorsqu'il l'eut entièrement ouvert, il se mit à chercher quelque chose dans tous les recoins de la maison, regardant à gauche, à droite, et pendant qu'il fouillait la maison, ne cessa de dire avec sa petite bouche : « Impossible, impossible, pourquoi il a disparu ? Il doit se cacher quelque part. » Quelques minutes plus tard, il commença à pleurer, et me dit qu'il n'avait pas trouvé son cadeau, que le Père Noël ne lui avait pas donné ce qu'il voulait. Bien qu'il eût été très obéissant et très sage, il se demandait donc pourquoi le Père Noël n'avait pas été gentil avec lui. Je lui montrai alors la photo du pirate et lui rappelai que c'était bien ce déguisement de pirate qu'il avait voulu. Pourquoi alors s'était-il mis à pleurer ? Mon fils me montra en pleurant le perroquet qui se trouvait sur l'épaule du pirate, et non les vêtements du pirate. Ici, je souhaite vous préciser que notre subconscient nous fait apparaître ce que nous avons envie de voir et d'entendre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que ce que nous avons entendu est toujours ce qui est vrai. En regardant le perroquet, tout s'éclaira. Mon Dieu, me suis-je dit, j'ai vraiment mal compris ce dont il avait envie. Je lui expliquai alors rapidement que le Père Noël était très vieux, qu'il était très difficile d'attraper un perroquet. Je lui proposai ensuite de ne pas demander de choses trop difficiles pour le Père Noël. Je lui demandai s'il était d'accord avec moi. Mon grand garçon me regarda en souriant, puis il dit à son petit frère que le Père Noël était encore très agile, sauf qu'il avait pris trop de ventre. Il expliqua d'ailleurs tout cela en attirant son attention sur mon propre ventre bien rebondi. Il ajouta que le Père Noël n'arrivait plus à sauter très haut, si bien que c'était pour lui une mission impossible de capturer un perroquet. Après avoir écouté ce que lui avait expliqué son frère, je secouai la tête en lui souriant.
ce qui permet enfin à mon jeune fils de sourire à son tour. Il dit même qu'il allait laisser des bonbons au Père Noël. Son frère s'empressa de lui dire que c'était inutile, car le Père Noël a déjà un assez gros ventre comme ça. Ainsi s'achève l'histoire du perroquet. Un dimanche, en juin 2013, un copain m'invita à passer la soirée chez lui. Juste avant de partir, je vis un petit oiseau qui avait très peu de plumes. Je suppose qu'il venait de naître et qu'il était en train de mourir. Je le ramassai très rapidement et le portai à l'intérieur de la maison. Je lui donnai de l'eau. Je n'avais pas le temps de me demander ce qu'il pouvait vouloir manger. Je regardais dans mon frigidaire. Il me restait encore des œufs durs cuits avec du thé. Je coupai quelques morceaux de l'œuf et les déposai dans une boîte en bois. Je dis également à notre château de ne pas déranger cet oiseau. Puis nous sortîmes précipitamment avec mon fiston pour nous rendre chez mon copain. Chez mes amis, mon fiston manifesta une envie très forte de retourner à la maison. Je compris qu'il était très inquiet pour la vie de l'oiseau. Nous fêtâmes son anniversaire le dimanche suivant. À peine nous fêtait son anniversaire que nous retrouvâmes ce petit oiseau sans plumes. Ce n'était absolument pas une coïncidence, et c'était vraiment le plus beau cadeau du ciel pour lui. Cet oiseau était tellement petit et tellement mignon. Je pensais que mon garçon allait être sûrement heureux de prendre soin de lui. Une fois que nous rentrâmes à la maison, mon fiston confectionna un nid avec quelques herbes qu'il avait ramassées. Il y posa soigneusement le petit oiseau et lui donna à manger avec beaucoup de tendresse. Quand il voyait mon fiston, le petit oiseau avait toujours le bec grand ouvert. Il dansait en gazouillant de la façon la plus heureuse. Il était aussi excité que mon petit garçon. Le lendemain matin, quand nous prîmes notre petit déjeuner, il me montra en les imitant les mouvements que faisait son petit oiseau. Ces démonstrations étaient remarquablement pertinentes. Je ne savais plus qui était le vrai oiseau, ni qui était le plus heureux des deux, mon fiston ou l'oiseau. Mon fiston déposa un nid sur le balcon de sa chambre, pensant que la mère du petit oiseau pourrait venir rendre visite à son petit. Quand son ami oiseau serait prêt à voler, il pourrait rejoindre les autres oiseaux et pourrait également, de temps en temps, venir le voir. À cette idée, mon garçon était tellement content. Durant les jours qui suivirent, dès qu'il arrivait à la maison, mon fiston se mettait immédiatement à parler à son petit oiseau et à le nourrir. Ils avaient beaucoup de choses à se dire. Quelques jours plus tard, lors d'une certaine après-midi, la température chuta subitement beaucoup. Il fit très froid d'un coup et un orage éclata. Quand je rentrai à la maison, on me dit que mon fiston avait beaucoup pleuré parce que son ami oiseau était mort. Mon fils aîné me dit que son frère avait pleuré toute l'après-midi et qu'il n'avait trouvé aucun moyen de le consoler. Son ami oiseau était mort dans son nid. J'allais le voir dans sa chambre, mais il continuait à pleurer. Il me dit que le petit oiseau était vraiment son ami, et il ne voulait pas qu'il le quitte aussi brusquement. À l'époque, je n'étais pas officiellement bouddhiste. Mais dans mon cœur, cela faisait très longtemps que j'étais convaincu que l'enseignement du Bouddha était vrai. Je profitais donc de cette occasion pour expliquer à mon fiston que l'oiseau n'était pas mort, que son vrai moi, son Tathagata Garba, ne pouvait pas mourir, et qu'il pouvait même se réincarner en tant qu'être humain, afin que plus tard tous deux se retrouvent et deviennent très certainement de très bons amis. Tout simplement parce que le vrai moi de cet oiseau pouvait sentir son amitié. Je lui ai expliqué qu'il nous fallait réciter très rapidement le nom du Bouddha pour que son ami oiseau puisse renaître en tant qu'être humain le plus rapidement possible. Habituellement, quand je parle du dharma bouddhiste à mon fiston, il n'est jamais très disposé à m'écouter. Mais cette fois-ci, il accepta docilement l'enseignement du Bouddha. Il m'écouta très attentivement. Je devais pour cela remercier l'apparition de cet oiseau bodhisattva. Mon fiston et moi nous mîmes ensuite à genoux devant une statue du Bouddha. Puis nous le priâmes et invoquâmes sa miséricorde et sa compassion afin qu'il puisse aider son ami oiseau à renaître en tant qu'être humain. Nous répétâmes également le nom du Bouddha afin que son ami oiseau puisse recevoir la bénédiction du Bouddha.
Nous priâmes aussi pour que le bardeau de son ami oiseau puisse prendre les 3 refuges. Le refuge en Bouddha, le refuge dans le Dharma, le refuge dans la Sangha. Namo Buddha Shakyamuni, Namo Buddha Shakyamuni, Namo Buddha Shakyamuni. Une fois que nous eûmes achevé notre prière, mon garçon me dit qu'il avait très faim. La nuit même, il mangea 2 bols de nouilles chinoises, puis nous enterrâmes le corps de son ami oiseau dans notre jardin. Plus tard, je racontais cette histoire à un confrère de l'association bouddhiste, qui à son tour partagea aimablement une histoire avec moi, celle du véritable Ananda et de la pastèque. Voilà l'histoire d'Ananda et de la pastèque. Un jour, le vénérable Bouddha marchait avec 2 de ses disciples, le vénérable Kassapa et le vénérable Ananda. Vers midi, ils sentirent la soif les tenailler. Ils se posèrent auprès d'un grand arbre en bordure de la route, à proximité d'un champ de pastèques. Le vénérable Bouddha le vit et demanda gentiment au vénérable Ananda d'aller mendier une pastèque afin que tous puissent étancher leur soif. Le vénérable Ananda obéit aux instructions du Bouddha. Il se déplaça et vit une jeune femme qui s'occupait à travailler dans le champ de pastèques. Le vénérable Ananda s'approcha d'elle et demanda poliment « Bienfaitrice, mon maître, le vénérable Bouddha Shakyamuni, qui se trouve actuellement tout près d'ici, l'un de ses disciples et moi-même avons faim et soif. Pourriez-vous nous faire don d'une pastèque et me permettre de le rapporter au Bouddha ?» Le vénérable Ananda n'avait pas encore achevé sa phrase que la jeune femme se mit en colère et rejeta la demande du vénérable Ananda. Elle l'insulta et exigea qu'il quitte son champ au plus vite. Le vénérable Ananda retourna tristement auprès du Bouddha et lui raconta ce qui était arrivé dans le champ. Le Bouddha ne manifesta aucune surprise et souriant au vénérable Kassapa, il lui demanda « Kassapa, maintenant c'est à ton tour d'aller demander une pastèque. » Si le vénérable Ananda était un très beau garçon, le vénérable Kassapa, quant à lui, était un vieil homme. Or, il est habituel que les jeunes filles aiment les beaux garçons. Le vénérable Ananda pensait que si la jeune femme avait refusé de lui donner une pastèque, le vénérable Kassapa n'y réussirait pas mieux que lui. Le vénérable Kassapa avait entendu l'histoire d'Ananda. Il n'était pas certain de pouvoir récupérer une pastèque, cependant il pensait que nul ordre du Bouddha n'est donné fortuitement. Il savait que toutes les paroles et que tous les actes du Bouddha ont une signification très profonde. Il se leva donc et alla voir cette jeune femme. Ce qui advint fut tout à fait inattendu. La jeune femme fut très heureuse de voir le vénérable Kassapa. Elle s'agenouilla devant lui et lui demanda s'il avait besoin de nourriture. Le vénérable Kassapa n'avait pas encore répondu quand la jeune femme choisit la meilleure et la plus grosse pastèque de son terrain. Le vénérable Ananda vit que le vénérable Kassapa revenait avec la jeune fille et qu'elle transportait une grosse pastèque. En considérant le comportement étrange de la jeune fille, Ananda n'y comprit rien. Ce fut précisément à ce moment-là que le Bouddha raconta les relations karmiques qu'entretenait cette femme avec Ananda et Kassapa. Des dizaines de milliers de kalpas auparavant, Kassapa et Ananda étaient 2 moines qui souvent marchaient ensemble. Un jour, Ananda marchait devant Kassapa, et devant lui, sur la route, il trouva le cadavre récent d'un chat. Les corps des chats morts se voient très vite infestés de parasites et attirent les rongeurs. Ces derniers d'ailleurs étaient en train de manger la charogne de ce chat. Ananda, en voyant ce chat mort, s'était immédiatement bouché le nez avec ses 2 mains, avant de grimacer horriblement et de quitter les lieux dans la précipitation. Quant à Kassapa, il avait vu également ce chat mort, mais il en avait éprouvé beaucoup de compassion. Il avait même organisé une petite cérémonie pour que ce chat puisse prendre les 3 refuges. Il avait encore prié pour ce chat et avait creusé un trou dans la rue afin d'y enterrer l'animal. Le Bouddha regarda ses 2 disciples et leur dit « Cette jeune femme est la réincarnation de ce chat mort, et grâce à la prière de Kassapa, elle a pu se réincarner en tant qu'être humain. Il est alors tout à fait normal que son cœur s'emplisse aujourd'hui de joie à la vue de Kassapa. En revanche, Ananda avait éprouvé beaucoup de dégoût dans le passé, ce qui explique pourquoi il avait reçu, au lieu de la pastèque, de vives insultes.
Après avoir écouté l'enseignement du Bouddha, ces deux disciples et la jeune femme n'eurent plus aucun doute sur la loi du karma. Lorsque j'ai eu fini de raconter cette histoire à mes enfants, ils me confièrent que, à l'avenir, si jamais ils recevaient une délicieuse pastèque, ils la partageraient assurément avec tout le monde. C'est ici que se termine cette histoire. J'espère que tout le monde pourra obtenir une délicieuse pastèque. À bientôt.